Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai 3 propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Vous écoutez l'épisode numéro 73, un collège-lycée Montessori, avec Elisabeth, Vincent et 3 jeunes. Elisabeth et Vincent ont ouvert les portes de leur collège-lycée Montessori dans l'Oise en septembre 2020. Mais le projet, la réflexion et les formations ont commencé bien avant. Avez-vous déjà entendu parler de nouveau-nés sociaux ? Nous avons parlé de l'environnement adapté, de la période de travail ininterrompue, de responsabilité, d'autonomie, de projets qui ont du sens. Et j'ai donné la parole à 2 collégiennes, Anina et Tilly, et à un lycéen, Éloi, pour qu'ils témoignent de leur vécu aux Arches. Je laisse place à ma conversation avec Elisabeth, Vincent, Anina, Tilly et Éloi. Bonjour Elisabeth, bonjour Vincent. Bonjour. Salut Céline, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast pour parler du collège-lycée que vous avez créé. Donc je vous donne tout de suite la parole. Présentez-vous déjà tous les deux et dites-nous de quoi il s'agit. D'accord. Donc je m'appelle Elisabeth Sugli, je suis avec mon ami et collègue Vincent Bardot. Nous sommes les porteurs de projet, les fondateurs, les créateurs du collège-lycée Montessori Les Arches à Pont-Armé dans l'Oise. Ce projet a démarré il y a, je dirais, 4-5 ans. Sa genèse est assez ancienne parce que nous avons travaillé très longtemps de façon philosophique, réflexion pédagogique, formation. Et on a élaboré ce projet vraiment au fil du temps, sans pression. Moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai géré des gîtes touristiques, j'ai des enfants montessoriens et petit à petit, j'ai changé de carrière. J'ai aussi fait de la collecte de fonds pour des associations d'intérêt général. Donc, je connais très bien le milieu associatif et les pédagogies alternatives. Ça fait une dizaine d'années que je m'en approche et j'ai fait plusieurs formations. Notamment, je suis administratrice Montessori et aussi assistante Montessori 12-18. Et avec Vincent, nous avons donc décidé de créer un collège parce que l'offre alternative pour les adolescents est extrêmement pauvre. Quand les enfants sont petits bébés, on veut tout pour eux, on trouve la meilleure crèche, la meilleure maternelle. Et puis petit à petit, le temps passe et puis la routine fait qu'on ne pense pas vraiment aux besoins des ados, l'enfant devenu adolescent, qui est, comme dit Maria Montessori, un nouveau-né social. Et il a besoin d'un environnement vraiment particulier. Et la souffrance des adolescents nous a vraiment poussé à faire ce projet. Donc, on n'est pas un groupe de parents qui montent une école. On est vraiment... c'est une vocation qui s'est éveillée. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose d'utile. Et Vincent, lui, a un parcours d'enseignant très classique. Ouais. Donc, moi, c'est Vincent Bardot. Effectivement, je suis enseignant de formation. Donc, j'ai passé une agrégation de lettres. Mais j'avais toujours en moi cette idée que dans l'adolescence, il y a quelque chose de fondamental qui se joue. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu cette vocation en moi. Et en travaillant dans l'éducation nationale, donc d'année en année avec les adolescents, je me suis aperçu d'un tas de choses en fait, qu'on découvre que par la pratique. Et donc, en grande partie, on ne répondait pas à leurs besoins. C'est-à-dire qu'il y a un tas comme disait Elisabeth, un tas de problèmes, de souffrances que rencontrent aujourd'hui les adolescents
Et c'est comme si cette catégorie sociale dans la société, finalement, n'existait pas. Ils sont un peu invisibles. D'ailleurs, on ne sait pas quand est-ce qu'ils deviennent des adultes, on ne sait pas quand s'arrête l'adolescence. Donc, il y a un mystère. Et en tout cas, je me suis formé, on est très curieux, donc nous, on est dans une dynamique d'auto-formation, de recherche. On est vraiment des chercheurs en matière de pédagogie. On lit, on recherche. Et donc, on a voulu offrir aux adolescents un cadre qui réponde à leurs besoins. Et pour ça, la pédagogie Montessori, sur ce plan-là, sur le plan de l'adolescence, elle est encore très largement méconnue. Et pourtant, elle a des résultats, elle donne des résultats excellents. Elle est en fait véritablement adaptée de manière assez scientifique, hein, puisque Maria Montessori, il faut le rappeler, était docteur. Donc c'est véritablement quelque chose qui donne de grands résultats. Mais il y a certaines contraintes, c'est-à-dire qu'il faut un cadre, il faut un lieu de vie, il faut en fait un environnement adapté pour l'adolescent, qui est difficilement, on peut difficilement le faire en fait dans le public. Par exemple, on peut dans le primaire adapter sa classe aux besoins de l'enfant avec du matériel. Pour l'adolescence, c'est un petit peu différent. Il faut vraiment que tout l'établissement mute. Ce que vous voulez dire, c'est que, si j'ai bien compris, créer un environnement adapté pour un enfant de 3 à 6 ans ou de 6 à 12, ça peut se faire dans le public. Ah bon, il y a des contraintes, mais c'est plus faisable. Alors que pour les 12-15 ou les 15-18, l'environnement adapté va... comment dire, il y aura c'est tellement différent qu'on ne peut pas faire ça dans une classe, quoi. En fait, c'est ça que vous voulez dire. Absolument. Les petits, c'est du matériel, hein, principalement. Évidemment, les éducatrices qui doivent être formés, préparés, comme l'environnement. Mais effectivement, le petit enfant est dans un milieu réduit, petit, et vraiment où qui peut conquérir à sa mesure. Alors qu'après, l'enfant grandit, entre 6 et 12 ans, l'environnement est plus vaste, l'enfant veut connaître le monde et revenir à la maison. Donc il y a vraiment un aller-retour entre le monde et la maison. Alors que l'adolescent, c'est fini le matériel, il ne va pas faire des puzzles ou empiler des cubes. Son environnement, ça devient la vie, ça devient la conquête sociale, ça devient apprendre à travailler vraiment, à gagner son indépendance économique, indépendance vis-à-vis des parents. Donc l'internat, c'est vraiment une solution, enfin, il est vraiment préconisé. Hein. Maria Montessori disait que l'adolescent, il faut qu'il sorte de la maison. Parce que sinon, c'est une période de conflit, de tension, parce qu'il a besoin de se situer lui-même. Je vais bientôt être un adulte, je ne suis plus un enfant, je ne vais pas répéter ce que mes parents m'ont toujours dit, je dois moi-même trouver la vérité. Donc il y a une quête qui s'amorce, qui suis-je, quelle est ma vocation, quelle est ma force, et surtout à quoi puis-je être utile. Donc l'environnement préparé pour les adolescents, c'est surtout un environnement où ils peuvent se rendre utiles, travailler au service d'une communauté, par des choses simples, comme faire la cuisine, aménager l'espace, mais aussi socialement, s'aider, gérer des conflits, organiser le quotidien. Donc, au début, on leur donne des cadres, et petit à petit, c'est à eux de prendre le relais et d'organiser leur vie, en fait. Et c'est ça, en fait, devenir adulte. C'est pas juste se remplir le cerveau de choses qui ont été prémâchées par des adultes, c'est découvrir par soi-même. Et aussi aimer travailler. Donc on essaie de développer chez nos élèves, enfin c'est eux qui le développent, mais le goût du travail. Pas comme une contrainte, pas comme une obligation, pas comme il faut le faire pour passer ton bac, mais fais-le parce que c'est intéressant, c'est beau, ça va être gratifiant pour toi, tu vas transmettre à d'autres, tu vas gagner de l'argent. Enfin, il faut toujours qu'il y ait une motivation réelle, pas artificielle. Oui, l'environnement est indispensable pour ça. J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est qu'il y a beaucoup plus de sens. Si on compare avec un collège traditionnel où on va enchaîner 3 quarts d'heure de français, 3 quarts d'heure de sciences, avec toutes les matières, le collégien subit l'emploi du temps, il n'y a pas du tout de choix, tout est imposé. Alors que là, on poursuit ce qu'on a commencé en 3-6 et en 6-12, mais avec à la hauteur de leur capacité. C'est-à-dire qu'à partir de 12 ou 15 ans, ils peuvent agir sur l'environnement, avoir des projets concrets dans le monde, c'est ça? C'est ça, exactement. L'emploi du temps, c'est très compliqué à gérer parce que c'est un gros écueil
une habitude qu'ils ont et que nous avons aussi de notre parcours en étant enfant, adolescent, adulte, étudiant, c'est qu'on nous dit maintenant tu fais des maths pendant 1 heure, maintenant tu fais du français. Mais les élèves, ils ne sont pas forcément disposés. Et puis changer de professeur, changer de façon de penser chaque heure, c'est épuisant. Donc en fait, c'est illusoire. Les professeurs croient qu'ils ont fait leur cours. Ah, moi j'ai bossé, j'ai fait mon cours. Mais en fait, qui a vraiment écouté? Qui a vraiment travaillé? Qui a ne serait-ce que retenu ce qui s'est passé? Moi, j'ai aucun souvenir de mes cours de physique, par exemple, du lycée. Mais zéro. Parce que ça m'intéressait pas. J'étais pas mobilisée. Et donc, il s'est rien passé, en fait. Ouais. Donc, on essaie de faire que leur journée, elles aient du sens et que ça se grave dans leur mémoire par des moments agréables, motivants, etc. Mais il y a aussi des moments magistraux. On a aussi des moments où on présente des notions clés, où il y a des séminaires. Il y a aussi des moments où on est tous réunis à 1 heure précise. C'est pas non plus très structuré comme environnement, malgré tout. Il y a toujours du libre choix, mais quand même avec quelques contraintes collectives, on va dire. Oui, il y a un cadre fixe, que ce soit au niveau des horaires ou de certaines activités, il y a un cadre fixe. Ça, c'est très important pour l'adolescent. Il a besoin de rythme. Il a besoin d'un rythme. Mais qu'il ne soit pas un rythme épuisant, comme vous l'avez dit, avec de la fragmentation, mais qu'il soit un rythme avec des grands horaires ou des grands moments dans la journée, dans lesquels on va développer certains gestes mentaux, on va faire certaines choses régulièrement, de la même manière. On a besoin de ce cadre-là, parce que c'est pas chacun fait sa journée comme il l'entend. On a besoin de ces temps collectivement. C'est très important, parce Maria Montessori disait que c'est l'âge social, et donc qui dit social dit société, et qui dit société dit organisation. Donc on les immerge, on les aide justement à s'organiser. Donc il y a tout un processus. Et le cadre est là, non pas pour les formater, mais pour les aider à pouvoir s'organiser dans ce cadre. C'est vrai que ces moments fixes, ils ont une grande autonomie, mais ils apprennent à se gérer. Et à gérer ce qu'ils doivent faire en une journée, ils planifient. Donc nous, on a des plans de travail. Et chaque début de semaine, ils planifient ce qu'ils veulent faire dans la semaine. Et puis après, ils doivent répartir ça à la journée. D'accord. Et les plages horaires sont, j'imagine, plus longues. On n'est pas du tout sur du 45 minutes, 1 heure. C'est vraiment des plages plus longues. Normalement, il faut au moins 2 heures, 2h30 de travail en autonomie. Donc, ils ont leurs objectifs, parce qu'en fait, Maria Montessori explique qu'il y a une forme de torture très subtile qui consiste à empêcher un être de finir sa tâche. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à terminer et à aboutir dans leur objectif, c'est extrêmement frustrant. On se sent nul, c'est un mot qui revient souvent chez les adolescents, je suis nul, j'arriverai jamais. Donc c'est important de donner du temps, mais aussi d'avoir un objectif. Il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Et donc le temps effectivement est long, ininterrompu, mais il y a quand même des objectifs. On ne les laisse pas, par exemple, errants ou désœuvrés ou zapper d'un truc à l'autre. Vous voyez, il y a tout un accompagnement de l'adulte quand même. C'est pas une liberté sans borne. Les limites sont super importantes. Et c'est bien plus sécurisant. D'accord. Donc c'est subtil, hein, c'est un jeu subtil. Ouais. Et depuis combien d'années ce collège-lycée est-il ouvert ? Alors nous, on est vraiment tout jeune. On a ouvert en septembre 2020. D'accord. Donc on n'a même pas une année entière. On a commencé avec 6 élèves. Aujourd'hui, on a 17 inscrits et on a une croissance vraiment importante parce qu'on est la seule communauté adolescente vraiment avec la ferme, etc., dans la nature, tout ce qu'il faut, en région parisienne. On est quand même à moins d'1 heure de Paris et ça fait qu'il y a pas mal d'écoles, de familles qui avaient besoin d'un environnement comme le nôtre, comme les Arches. D'accord. Donc ça va se développer, je pense, très vite. Et donc vous, c'est vraiment bien 12, 15, 15, 18, hein, collège-lycée. Absolument, oui. D'accord. Et internat pour tout le monde? Non, pas encore. Enfin, c'est le but, hein. Pour l'instant, l'internat, il y a 8 internes à partir de l'année prochaine. On ne l'a pas ouvert tout de suite, on a fait par étapes. Il y a 8 places. Et après, oui, enfin, moi, dans ma vision idéale, il faut que tous les élèves soient à l'internat. Mais il faut aussi répondre aux besoins des parents. Donc, je pense qu'il y aura une partie d'externe et d'interne. Il y aura les deux. En tout cas, au château où nous sommes aujourd'hui, il y aura la place à terme pour
une vingtaine d'internes. D'accord. Et donc, parlez-nous un petit peu de votre environnement. Là, vous dites château, on a envie d'en savoir plus. Oui, ben, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans un lieu en fait historique. Donc le cadre est quand même important pour l'adolescent. Donc on parlait de nature. C'est vrai qu'on est dans un écrin de verdure ici. On est près de la forêt de Chantilly. Donc en sortant du château, et on fait faire le sport ou on fait des randonnées. Ça dépend des activités. On est vraiment oui, dans un écrin de verdure assez proche de Paris. Donc effectivement, c'est un cadre assez idyllique. Et donc le château en lui-même, après, c'est une bâtisse assez imposante, mais c'est pareil, ça contribue à l'adolescent à lui donner un cadre extrêmement inspirant. Ouais. La beauté, en fait, Maria Montessori était sensible pour l'adolescence, c'est-à-dire la grâce, la beauté, en fait, l'esthétique dans la vie, c'est quelque chose d'important. Donc être dans un lieu, en fait, où vous êtes, c'est vrai, sous des néons blafards avec un faux plafond. Vous voyez, en T assez sinistre. Une cour de béton. Ouais, il ne faut pas croire qu'en fait, le cadre, en fait, un cadre pareil va difficilement aider l'adolescent à être inspiré, à voir autre chose. Donc on a cette chance-là. Quoi dire d'autre? Donc on va pouvoir développer, enfin on développe actuellement, il commence à développer un jardin potager. On va mettre en place, le projet est en cours, des ventes d'œufs pour l'année prochaine. Donc un projet vraiment de farming, de développement agricole. Ça, oui, il prépare un poulailler de rendement. Donc l'idée, c'est d'avoir 25, 50, 100 poules et de vendre les œufs dans les environs, sur les marchés l'année prochaine. D'abord, il faut construire le poulailler. Donc ça prend son temps. Hein. Il faut aussi voir ça. C'est des projets concrets sur le long terme. Qui développent aussi, j'imagine, la patience, l'inhibition, parce que voilà, c'est pas je veux quelque chose, je l'ai tout de suite ou le lendemain. Voilà, ça prend du temps pour faire tout ça, pour tout réaliser. C'est ça. Et le château, pour en dire encore quelques mots, c'est donc un monument qui est classé. Les plus vieilles parties sont du XIIIe siècle, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, on a des très, très belles salles qui se prêtent à faire des salles de classe vraiment magnifiques. Et c'est entouré de douves. Donc, il y a aussi un côté où on est vraiment protégé dans un carré. C'est un petit château. Hein. Et ça, c'est aussi important pour l'adolescence, d'être un peu coupé du monde. On arrête avec le stress, les parents, le boulot. Non, on est dans notre monde et on refait une vie, une maison. Hein. En fait, dans l'idéal, c'est ça. Ils sont chez eux. Ouais. Ils ne viennent pas à l'école. Ça, c'est ce qu'on aimerait vraiment leur offrir, c'est qu'ils puissent se sentir chez eux. Oui, un enfant qui arrive le lundi matin et qui repart que le vendredi soir, c'est ça, hein, quand ils sont en internat. Oui, ça sera l'année prochaine. Voilà. Nous avons fait une semaine d'essai à l'internat, donc on appelle ça, nous, la vie résidentielle. C'est pas un internat, c'est pas des internés, ce sont des résidents dans leur maison. Effectivement, ils arrivent le lundi matin, voire le dimanche soir, et ils repartent le vendredi en fin de journée. Et c'était, vous y étiez vous? Oui, Amina y était. Une semaine vraiment pleine d'euphorie, d'excitation, parce que c'était la découverte pour eux, mais ça présage d'une dynamique vraiment intéressante parce que c'est eux qui gèrent tout, ils font à manger, ils nettoient, ils organisent et on prend le temps. Par exemple, aux Arches, les élèves n'ont pas leur téléphone portable en libre accès. Ça, c'est très régulé. Le soir, ils avaient le droit à une demi-heure pour appeler leurs parents ou faire un truc. Mais sinon, c'est la vie ensemble. Les réseaux sociaux, c'est dans la réalité. En fait. C'est pas à travers un écran. Et je crois que c'était assez appréciable, même pour eux. Ils pourront témoigner, hein, ils sont là, de leur expérience, justement, de vivre avec d'autres au quotidien. D'accord. Ouais, et combien, est-ce que vous savez combien il y a de collèges, on va dire que collèges déjà, collèges Montessori en France? Il y a... vous avez... Ça dépend de ce qu'on appelle Montessori, AMI, enfin... on va dire des vrais collèges Montessori. Donc, des communautés adolescentes avec des éducateurs formés, etc. Il y a les Aiglons en Savoie. Là, vous connaissez Sylvie Coffre, hein, on l'avait interviewé. Il y a à Grasse, Xavier, les pouces verts. On connaît aussi Laurent, dans les hauteurs de Grasse, en montagne aussi, qui a une belle communauté qui s'appelle les Esprits Libres. Et puis il y en a d'autres, hein. Moi j'en connais pas mal, des acteurs de ces communautés-là, notamment à Montpellier, ça s'appelle Terre d'Envol, Touma, il va aussi ouvrir une communauté adolescente bientôt. Et là je vais aider à la création d'un collège aussi Montessori
en Alsace. Donc il y a pas mal de projets en ce moment. Ouais. Mais ce qu'on appelle une vraie communauté, ça veut dire qu'il y a pas mal de conditions. Hein. Il faut l'internat, il faut les éducateurs formés, il faut l'environnement préparé. Enfin, il y a plein de critères de l'AMI qui sont vraiment, je trouve, intelligents et fondés. Hein. C'est pas hasardeux. Quand on les applique vraiment, ça rend la vie plus facile. C'est scientifique. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est d'échanger avec Éloi, Anina et Tilly. Et je reviendrai vers vous après pour la citation, le livre et le coup de cœur ou coup de gueule. Donc, je l'ai caché aux auditeurs, mais voilà, on a la chance de vous avoir tous les trois aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir témoigner. Éloi, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu veux bien nous parler nous dire depuis quand tu es dans ce collège et nous parler un petit peu de ton expérience avant d'arriver ici? Déjà, je suis au lycée. Lycée. C'est un collège-lycée. Pardon. Et en fait, je suis arrivé ici un peu parce que je ne savais plus vraiment où me mettre, quelle pédagogie me concernait vraiment et me correspondait. Et j'ai un jour trouvé ce lycée et j'y suis allé comme ça en me disant que c'était un peu ma dernière chance de vraiment m'épanouir dans ma scolarité. Et donc j'y suis allé, j'ai fait quelques jours d'essai et ça m'a vraiment plu directement parce que c'est quelque chose qui s'adapte beaucoup à l'enfant, à l'adolescent. Et vraiment, ça m'a plu. D'accord. Et tu disais, ça t'a permis de t'épanouir. Pourquoi tu ne t'épanouissais pas dans ton collège ou lycée précédent? En fait, il y avait beaucoup de pression. J'avais pas vraiment de motivation, voire plus du tout à la fin. C'est-à-dire que je rentrais le soir, je faisais strictement rien en rapport avec le collège et le lycée parce que j'avais envie d'en finir. J'avais plus envie de travailler le soir, je rentre. Les horaires étaient assez stricts et j'étais pas vraiment à l'aise comme j'aurais pu être dans un lycée plus libre comme ici. Ouais. T'avais pas de projet, tu mettais pas de sens, est-ce que tu savais pourquoi tu faisais tout ça ou non, il n'y avait pas de sens derrière? Vraiment, pour moi, c'était je vais au collège et au lycée pour y aller et il y a vraiment rien de plus. On me dit d'y aller, j'y vais. Ouais. Je travaille quand on m'en donne si j'ai pas envie de le faire. Et vraiment, ça n'avait aucun sens. Puis le bac, ça me paraissait vraiment loin. Oui. Je faisais ma scolarité comme beaucoup de gens à l'heure actuelle, juste on nous a dit de le faire, donc on fait. Oui, donc tu subissais le système, mais sans participer, voilà, sans faire ta part, toi. Ouais. D'accord. Et à quelle date tu es arrivé aux Arches? Et je suis arrivé en début d'année. Alors c'était un petit peu compliqué parce que certains jours j'étais absent, mais je suis arrivé vers fin septembre, octobre, j'imagine. D'accord. Et qu'est-ce que ça a changé du coup? Parle-nous un petit peu de tes journées, comment tu vis les choses. J'arrive pas vraiment à visualiser. Je vais essayer d'être plus précise. Est-ce que toutes tes journées se ressemblent ou pas? Ou est-ce qu'elles sont toutes différentes? Non, elles sont toutes différentes parce qu'on est assez responsable de notre propre emploi du temps. Donc, on a quand même un cadre, un emploi du temps, parce qu'il faut un cadre, sinon c'est plus possible, mais on est assez maître de notre éducation, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment nous qui décidons un peu quelle matière on va travailler en soi, et ce genre de choses. Ouais. Après, ça fait pas très longtemps, ça fait à peine, à peine une année scolaire que tu es aux Arches. Mais est-ce que tu sens déjà une différence par rapport à ta motivation? Tu disais qu'avant, tu subissais les choses. Est-ce que là, tu te sens plus auteur de tes choix? Oui, du coup, on se sent
tout de suite plus responsables parce que c'est nous qui décidons quand travailler, vraiment, quoi travailler même souvent. Et c'est plus vraiment imposé comme une contrainte où le matin on se lève et vraiment on va pas bien, on a envie de rester dans notre lit et c'est tout. On n'y va plus avec cette mentalité de c'est un peu la prison, on va dire. On y va avec plus de motivation, c'est sûr. Oui. Donc tu es vraiment satisfait de ton choix et tu comptes poursuivre encore quelques années. Oui. Oui, c'est sûr. Je vais rester ici parce que vraiment c'est ce qui me correspond le plus par rapport au collège et au lycée où j'ai vraiment très mal vécu. Oui. D'accord. Merci Éloi. Je vais demander à Anina si elle peut nous parler plus sur le plan relationnel. Est-ce que tu es au collège, Anina ? Par rapport aux amis, le fait d'être avec le plan relationnel, les relations que tu as avec les enfants de ton âge. Donc là, tu es au collège ? Oui. Oui ? Tu as quel âge ? J'ai 12 ans et je suis en 5e. 12 ans, 5e, d'accord. Et est-ce que tu as connu la 6e dans un collège traditionnel ? Oui. D'accord. Quand tu étais en 6e traditionnel, comment ça se passait avec tes amis ? La plupart, la seule chose qui me donnait envie d'aller au collège, justement, c'était les amis. Parce que le travail, on était tous en train de lâcher. Mais c'est vrai que depuis que je suis ici, j'ai vraiment envie d'aller à l'école. Et surtout, c'est pas que les amis, c'est pas que c'est la première chose à laquelle je pense, mais j'ai vraiment envie de passer une bonne journée là-bas, etc. Et c'est vraiment... D'accord. Donc tu vois une différence par rapport au collège traditionnel et par rapport aux arches au niveau des amitiés. Est-ce que j'imagine que vous avez beaucoup plus de moments pour interagir, pour échanger entre vous ? Ici, en fait, j'ai l'impression qu'on est plus comme des frères et sœurs. C'est vraiment une communauté. On est toujours là les uns pour les autres, etc. Et c'est vrai que c'est pas du tout pareil que dans le public. Donc beaucoup plus de soutien entre vous ? Oui. D'accord. Et j'imagine que des fois, selon les affinités, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, donc il y a forcément aussi des conflits. Comment vous gérez les conflits ou les désaccords ? Il y a de temps en temps des conflits, mais c'est pas méchant. On va pas non plus être agressif. Je veux dire, il n'y a pas de bagarre, quoi. Vous arrivez du coup à communiquer et à vous mettre d'accord, si je comprends bien. Ouais. Et du coup, le vendredi après-midi, une partie de l'après-midi, on fait l'assemblée communautaire. Et c'est là surtout qu'on peut parler de ce qui nous a pas plu cette semaine ou remercier les gens qui nous ont aidés, etc. D'accord. Oui, donc c'est un temps qui est dédié pour communiquer et avoir des bonnes relations entre vous. Oui. D'accord. Et le cercle. Le cercle, tu as dit ? Oui. Tu peux nous dire ce que c'est, le cercle ? Le matin, quand on arrive, on fait ce qui s'appelle un cercle et on parle sur un sujet philosophique avec nos professeurs et entre élèves. Et du coup, on arrive à approfondir le sujet et à mieux le connaître. D'accord. D'accord, donc si je comprends bien, il y a plusieurs temps de parole, d'échange dans la semaine. Oui. Dans la journée. Mais même chaque jour. Et même chaque jour. D'accord. Je te remercie, Anina. Tilly, toi, tu as quel âge ? Moi, j'ai 12 ans. Du coup, je suis en 6e. D'accord, donc tu n'as pas connu le collège traditionnel. Tu es arrivée ici en 6e en septembre ? Non, je suis arrivée plus tard que les autres, vers décembre, je crois. D'accord. Mais, j'ai toujours été dans des écoles un peu spéciales, donc je sais pas vraiment comment c'est le public. D'accord. J'ai pas d'expérience. Mais je sais que ce collège m'a beaucoup aidée. Pourquoi ? Tu peux nous dire ? Ça permet vraiment d'explorer notre potentiel, de mieux nous connaître. Moi, j'ai vraiment besoin, ce besoin-là. Et du coup, il y a beaucoup plus de plans artistiques. C'est notamment ce qui m'intéresse. C'est pas comme
on sent vraiment que c'est nous qui gérons notre vie. On est les acteurs principaux de notre vie. Et c'est vraiment ce que j'aime en fait dans ce que je fais. Et le fait qu'on vous fasse confiance aussi, que les adultes croient en vous? Oui, c'est pas les adultes qui nous disent quoi faire ou quoi que ce soit. On sait qu'on peut leur demander de l'aide, ils nous font confiance. Il y a vraiment une bonne entente avec les profs. Ça aide beaucoup dans le travail, même en général dans la vie. Merci. Et Elisabeth a parlé de la ferme tout à l'heure. Tu peux nous dire un petit peu quel est votre rôle? Est-ce que vous avez quels animaux vous avez? Quel projet vous allez développer? En plus, déjà les œufs, c'est déjà un gros projet, mais si tu peux nous en parler un petit peu? Pour l'instant, on a des lapins. Donc, on prévoit d'accueillir beaucoup plus d'animaux. On a des responsables pour les animaux, justement. Tout à l'heure, on a parlé du coup du projet du poulailler pour vendre des œufs. Ça va aussi beaucoup jouer dans la ferme pédagogique parce que c'est nous qui allons nous occuper des animaux tout le temps. Surtout qu'il y aura les internes l'année prochaine. Ils auront du coup plus la responsabilité des poules en dehors du travail qu'on fait avec tout le monde, les externes et les internes. D'accord. Et toi, est-ce que tu prévois d'être interne l'année prochaine ou pas? Non, moi je prévois d'être externe parce que je tiens beaucoup à ma famille et j'aime rester en contact physique avec eux. D'accord. Pour l'instant, tu préfères dormir chez toi le soir. D'accord. Ben, je te remercie, Tilly. Je vais reposer quelques questions à Elisabeth et Vincent. Désolée. Voilà. Ils ont parlé de responsabilité et j'aimerais rebondir sur la responsabilité qui va souvent de pair avec l'autonomie. Si vous pouviez nous parler de ce sujet assez important, je pense. Oui, autonomie, effectivement, étymologiquement, c'est se fixer auto soi-même ses propres lois, ses propres règles. Et il y a souvent un malentendu, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, dans une école dans laquelle on développe l'autonomie, c'est la liberté, et puis on fait ce qu'on veut, voilà. Un petit peu comme dans l'abbaye de Thélène, on fait ce que tu veux, il n'y a pas d'autre loi au-dessus de ça. Et c'est souvent l'image en fait que les gens ont, et c'est véritablement en fait quand même tout l'inverse, parce que Maria Montessori a mis vraiment un cadre dans lequel l'apprentissage des responsabilités est possible. C'est tout à fait différent. Donc, nous, véritablement, on travaille à les aider à devenir responsables, c'est-à-dire d'un poste. Comme l'a dit Tilly, il y a des responsables pour les animaux, mais on a aussi des responsables pour le nettoyage, des responsables pour la cuisine, des responsables d'accueil quand on a des nouveaux élèves qui arrivent, etc. etc. Donc, c'est les aider à endosser un rôle au sein d'un collectif, et ça c'est important, c'est-à-dire que c'est pas des jeux de rôle, c'est pas des choses abstraites, c'est très concret. Donc ça fait un terrain d'apprentissage extrêmement important, et l'adolescent il a besoin de ça, c'est-à-dire au niveau social, de savoir à quoi il va servir dans la société. C'est la question qu'il nous pose d'ailleurs, et quand il y a une crise d'adolescence, quand il y a un mal-être d'adolescence, c'est ça, c'est que il ne sait pas en fait à quoi il va servir. D'où ce que disent les lois, l'idée de on va en finir puisqu'on ne sert à rien, et donc l'école ne les invite pas à prendre des responsabilités, eh bien c'est ça, en fait on dégrade le futur adulte en eux. On l'humilie quelque part, on lui empêche de s'exprimer. Donc les aider à prendre des responsabilités, en tout cas on voit que c'est vraiment un besoin chez eux, une demande. Et dans notre quotidien, c'est pas quelque chose qui est après l'école ou à côté de l'école ou à part. Ça fait vraiment partie de leur travail académique en fait. Par exemple, on a une équipe qui gère le budget, donc ils doivent faire des mathématiques, des pourcentages. Moi-même, je ne sais pas ce qu'ils font, hein, ils vont devenir plus experts que moi, mais on les accompagne là-dedans pour tenir les comptes de façon rigoureuse. Ou ceux qui s'occupent des animaux, ils devront aussi faire des calculs sur les quantités, les graines, le suivi. Donc, dans tout ce qui est responsabilité, même en cuisine, hein, il faut
cuisine en anglais, donc il y a l'apprentissage du vocabulaire. Enfin, tous les apprentissages académiques sont fondés sur du concret. C'est pas quelque chose qui est rare. C'est leur travail. Ouais. Et ça, c'est possible pour chaque matière? Quand vous parliez de physique tout à l'heure, parce que j'ai l'impression, vous voyez, moi c'est pareil, j'ai tout oublié des cours de physique au collège-lycée, je sais plus, et j'ai pas l'impression d'en avoir besoin dans mon quotidien pour mon métier. Par exemple, là, on a eu un cycle scientifique vraiment intéressant autour de l'œuf, et il y a une équipe qui a travaillé sur l'œuf qui est en train de travailler là-dessus, l'œuf en cuisine, et on a invité un ingénieur métallurgiste qui a montré plein de choses sur la circonférence, le mouvement, le poids. Ils ont découpé un œuf, ils ont vu comment c'était fait, l'œuf cuit, l'œuf cru, enfin plein de choses en fait très concrètes autour d'un objet qui va devenir leur objet du quotidien, hein, l'œuf, et aussi de l'étude évidemment du développement de l'embryon, du poussin, donc c'est très concret tout ça. Et on ne se rend pas compte qu'on fait de la chimie, on fait de la physique, on fait de la littérature, de la poésie, on a étudié aussi l'œuf en tant que symbole universel dans différentes traditions, donc et le français aussi est injecté parce qu'ils doivent faire des rapports, des exposés. Donc, en fait, les matières, elles sont présentes. Eux, ils ne s'en rendent pas forcément compte parce que ce n'est pas un cours. Oui. Mais en fait, on est tout le temps en train de solliciter l'intelligence, la connaissance et les sphères académiques aussi. Hein. Oui, toutes les matières sont interconnectées. On ne sait pas si on est en train de faire de l'histoire, du français, mais voilà, tout est lié, quoi. Absolument. Oui, c'est l'interdisciplinarité ou transdisciplinarité en permanence. Et c'est ça qui contribue aussi à redonner du sens, aux apprentissages et qui répond aussi aux besoins de l'âge social parce que c'est l'âge de la relation. Donc, vous voyez, on apprend à être en relation les uns avec les autres, mais on apprend aussi à voir comment dans une société les différents éléments sont en relation. Comment même dans la nature les choses sont connectées, les relations entre les choses. Et donc avec des enseignements fragmentés, c'est très difficile d'arriver à ça. Et cette fragmentation, elle mène aussi à l'irresponsabilité plus tard, parce qu'on a appris à voir les choses de manière morcelée. Et être responsable, c'est voir que ce que je fais retentit à des conséquences. C'est pour ça qu'un projet du début à la fin, ça leur permet de voir tout le processus comme une continuité, avec une interdépendance. Donc c'est vraiment fondamental de travailler en interdisciplinarité avec les adolescents. Sinon, on les fait décrocher, quoi. Oui. Super. Et quels sont les projets à venir, du coup? Alors, vous nous avez parlé du poulailler, mais est-ce qu'il y en a d'autres? L'internat aussi? Il y a beaucoup de projets. Là, ils ne le savent pas encore, c'est une surprise, mais avant-premier. Il y a une formation qui va avoir lieu au collège en hébertisme. Je ne sais pas si vous connaissez, Céline. C'est une pratique sportive naturelle, développement harmonieux du corps. C'est très ancien, hein, c'est développé par un Canadien au début du XXe siècle. Et c'est une famille d'exercices sportifs qui se font en pleine nature, donc dans la forêt. Il y a différents mouvements, la course de fond, la course de vitesse, le saut en hauteur, en longueur, le lancer du poids, enfin il y a plein de choses. Et c'est un développement très complet pour le corps et vraiment adapté à l'adolescent. On ne veut pas nous faire ici des spécialistes. Eux, ils vont se spécialiser, ils feront leur sport d'excellence pour ceux qui le font. Mais on doit leur apporter aussi une éducation sportive équilibrée et fondée sur l'entraide. Donc on a trouvé cette discipline sportive, c'est hyper intéressant. Je vous invite à vous y intéresser pour vos podcasts, parce que c'est génial. Pour que les adolescents aient un développement physique harmonieux, sans forcing, naturel, et surtout très très gai et proche de la nature. Parce que vous savez que les animaux, c'est les Erdkinder, disait Montessori, les enfants de la terre. Donc c'est pas une théorie ça, il faut qu'on l'applique dans la réalité. Donc se débrouiller en pleine nature, savoir s'en sortir, grimper un arbre, traverser une rivière, c'est des choses vraiment importantes et très ludiques et en même temps fondatrices en fait de l'homme dans son environnement. Donc on va faire ça bientôt. La semaine prochaine. Là on va ressortir un petit peu, aller au musée, ressortir depuis l'ouverture, on va pouvoir aller à Paris en exploration. On a aussi un événement transgénérationnel avec des personnes âgées qui vont venir au château, il y aura un bal avec les petits vieux, ça va être charmant. Qu'est-ce qu'il y a comme projet? Aussi un bal avec les jeunes.
entre nous. Ils vont inviter leurs amis, on fera un bal de fin d'année. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet? Et puis l'année prochaine, évidemment, qui va être... il y aura 2 ambiances, ça se développe beaucoup, donc les projets, c'est pas ce qui manque. Au contraire, on essaie plutôt de freiner pour bien faire les choses tranquillement. D'accord. En tout cas, ça me donne envie de venir vous voir un jour en vrai. On vous invite, franchement, venez. Ils ont un restaurant, hein, les adolescents. Hein. Le midi, vous pouvez venir déjeuner avec nous, ça coûte 5 €, c'est délicieux. Le riz n'est pas toujours parfaitement cuit, mais c'est vraiment très bon. Et tous les midis, on ouvre aux passants, ils peuvent venir manger avec nous. Dans le respect des règles sanitaires, ça va sans dire. Eh ben, merci beaucoup à tous les 5. On va terminer avec un livre. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller aux auditeurs? Alors, chacun peut dire son livre. Hein. Vous avez un livre, vous? Tu suis là, Nina? Bah, vas-y. Anina vous propose un classique de Charlotte Poussin. Charlotte Poussin de l'AMI. 3 principes pour comprendre 3 minutes pour comprendre 50 principes clés de la pédagogie Montessori. Et les ados ont lu le passage à la page 54, 12-18 ans. Aide-moi à vivre par moi-même. Elle l'a appelé comme ça, qui est vraiment synthétique et super. Ça, c'est Anina qui vous le propose. Merci, Anina. Moi, évidemment, je ne peux pas passer à côté de l'enfant à l'adolescent, de Maria Montessori. Surtout les appendices. J'invite tout le monde à lire les 3 derniers petits appendices à la fin, qui sont fabuleux sur le plan d'études et de travaux, l'université et l'enfant à la terre. On comprend vraiment le travail avec les adolescents et c'est des clés magistrales qui aident tout éducateur. Je vous le recommande à tous. Oui, pareil, donc je recommandais le même livre puisqu'on est là pour parler de l'adolescent et puis de Montessori. C'est vraiment c'est brillant, c'est extrêmement bien structuré, à la fois c'est visionnaire, c'est scientifique, mais en fait, il ne faut pas lire ça comme on lit, voilà, c'est pas un livre qu'on va lire une fois et puis qu'on balaye. En fait, c'est quelque chose qu'il faut s'approprier. Donc moi, je conseille aux gens de lire à plusieurs en fait et d'en discuter après. C'est vrai, hein, nous c'est ce qu'on a fait et c'est vrai, on voit que c'est ce qu'on fait en fait. Donc c'est des livres tellement denses, tellement riches. Moi, je conseille à ceux qui travaillent avec des adolescents ou à des parents de lire ça et puis d'en discuter avec d'autres pour voir ce qu'on comprend. Lire ensemble. Ouais, lire ensemble. Étudier ensemble. 2-3 pages et approfondir. Et aussi, ce que je conseille absolument pour les parents, mon approche expliquée aux parents. Montessori, c'est dicté par les éditions Desclés de Brouwer. Parce qu'il faut, les éducateurs, quand vous faites un collège, ayez les parents avec vous, expliquez-leur ce que vous faites. Il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils soient partie prenante. Parce que s'ils ne comprennent pas, ils vont coller leurs étiquettes du public, du connu, et ils vont court-circuiter la relation que vous pouvez avoir avec vos élèves et qu'eux-mêmes ont avec leurs enfants. Donc c'est vraiment une communauté pédagogique, c'est une unité entre les élèves, les éducateurs et les parents. Et les parents doivent vraiment comprendre ce qu'on fait, ça va aider tout le monde et ça va surtout aider les adolescents qui ont besoin vraiment de soutien dans cette période et pas de contraintes, de projections quand tu seras grand. Non, soutenir ce qui se passe maintenant et pas ce qui se passera plus tard. C'est maintenant que ça se passe. Oui, super. Et est-ce que vous auriez une citation que vous aimeriez partager? Alors oui, on en a prévu quelques-unes. Alors, par exemple, de Maria Montessori, j'en ai une que j'adore. Il y en a plusieurs. On en a chacune la nôtre, c'est la tienne. Hein. Vas-y. L'éducation doit promouvoir à la fois le développement de l'individualité et celui de la société. La société ne peut pas se développer si l'autonomie des individus ne progresse pas. Maria Montessori. Et j'en ai une autre qui est moins connue parce que c'est pas traduit en français, mais je l'ai traduite pour vous. Ma vision de l'avenir n'est pas celle de personnes sous pression qui passent des examens pour passer de l'école primaire à l'école secondaire, de l'école secondaire à l'université, mais de personnes autodéterminées qui s'élèvent d'un stade d'indépendance à un autre, par leur propre activité, par leur propre effort, leur propre volonté.
ce qui représente la véritable évolution intérieure. Très beau. En fait, c'est traduit. C'est dans de l'enfance à l'adolescence, à la fin, sa vision de l'université. D'accord. Donc j'imagine que vous êtes bilingue aussi. Oui, ça, j'avais étudié en anglais, c'est pour ça. Oui, d'accord. Et on va terminer par un coup de cœur ou un coup de gueule. À vous de choisir. On choisit coup de cœur ou coup de gueule? Moi, j'ai un coup de gueule, mais... Allez, on vous écoute, Elisabeth. En fait, c'est une citation d'un autre grand pédagogue que nous aimons beaucoup, un philosophe indien qui s'appelle Jiddu Krishnamurti. Et par rapport aux ados, c'est intéressant parce que souvent, ils ne sont pas adaptés au système. On dit, ils ne rentrent pas dans le moule, il est phobique scolaire. Il y a plein de critiques sur les ados, comme s'ils avaient un problème. Et ce philosophe indien, il dit, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. J'aime beaucoup. Gueule, c'est de dire c'est le monde qui a un problème, c'est pas les humains, c'est pas les adolescents. Eux, ils sont normaux. Ouais. S'ils ont un problème, c'est un signal d'alerte. On doit faire quelque chose pour changer les choses parce que eux, ils sont normaux. C'est le monde qui a un souci. Pour l'instant, on va aider. Vous faites votre part, c'est ça qui est super. Absolument. Merci beaucoup à tous les 5 et j'espère un jour pouvoir avoir la chance de vous rencontrer en vrai. Venez, avec plaisir. On était 6, il y avait aussi Paloma avec nous, en auditrice. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci Céline, au revoir. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine!